la suite? Non. Non, c'est pas la suite. Si, je pense. Là, c'est Marine. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Non, ça c'est l'Institut Saint-Pierre. Alors, diaporama, voilà. Alors, même gâteau. Ah, les grands milliers. Bien, alors, je vais cadrer la présentation sur le volet diététique, hein, plus particulièrement donc l'éducation thérapeutique et la diététique dans nos pratiques. Avec tout d'abord, quelle est la place de la diététique dans cette éducation thérapeutique et plus largement dans la prise en charge du patient? La première des choses, c'est que on est persuadé, on cherche à persuader le patient que ce n'est pas le recours essentiel. Vous connaissez tous dans les secteurs de soins différents un patient par exemple en orthopédie qui présenterait un problème d'obésité. Allô, la diète. Hein, la diététicienne va donc solutionner le problème et on n'en parlera plus une fois qu'elle sera passée, l'obésité aura trouvé sa solution. Autre pratique quotidienne où vous vous reconnaissez probablement, le patient, le premier jour de l'hospitalisation, va voir défiler devant lui un certain nombre de soignants qui se présentent et quand la diététicienne arrive, voilà mon sauveur, alors que cet acteur de soins n'aura pas plus d'impact, d'action et d'effet que ne l'aura l'infirmière, l'interne, la psychologue ou l'assistante sociale. Donc, première des choses, c'est se persuader, soignant et persuader le patient que la diététique n'est pas le recours essentiel, peut-être un des éléments qui peut permettre d'avancer, mais en tout cas pas le seul. Par contre, c'est quelque chose qui va pouvoir avoir de l'intérêt sur sa santé. Hein, et a priori, le patient est souvent, en dehors du fait de sa silhouette, préoccupé de l'impact que peut avoir l'obésité sur sa santé. Donc on va évidemment centrer énormément la diététique sur ce lien avec la santé, plutôt que sur le poids. Et c'est pour ça que on fait un constat qu'on présente aux patients, qui est que maigrir, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est manger moins. Alors, bouger plus, j'en parlerai peu, parce que ça a été évoqué et que ce n'est pas le volet que je vais développer, mais c'est surtout pas sélectionner. Là aussi, des exemples que vous connaissez tous. La patiente de 55 ans, qui, depuis 25 ans, ne mange que du poisson, de la salade, du fromage blanc, des fruits, surtout pas de bananes, et le pain complet, mais qui, malheureusement, au fil des années, au lieu de voir son poids diminuer, le voit augmenter. Qu'est-ce qui se passe? Elle a pourtant sélectionné tout ce qui fait maigrir, et elle ne maigrit pas. Donc on est bien sur l'idée qu'il s'agit de quantité, et pas seulement de qualité, hein, comme on aurait tendance, dans un premier temps, à le penser. Donc, c'est ce qui me fait dire que les quantités consommées sont tout aussi importantes que la qualité de l'alimentation, bien entendu, cette qualité n'étant pas à laisser complètement aux oubliettes. Qu'est-ce que ça veut dire donc une diététique bien menée, si ça sert à rien, cette diététique, si quand même. Donc ça va évidemment toujours avec ce lien sur la santé, permettre de conserver, on le sait, un bon état général de l'organisme, permettre d'être dans la notion du plaisir, ça a été évoqué à plusieurs reprises, ce plaisir alimentaire. Donc la santé et le plaisir, c'est souvent quelque chose qui va quand même bien de pair. Ça peut permettre, cette diététique, d'éviter de dériver alors sur l'excès ou sur la sélection vraiment exceptionnellement importante qui mènerait à des carences, on peut le voir. Mais en aucun cas, une diététique bien menée, ça ne garantit un amaigrissement. Alors, au regard de ces constats que nous faisons et que nous essayons d'amener en réflexion auprès des patients, hein,
on va voir quelles sont à peu près les nouvelles pratiques. Alors, comme dans beaucoup d'établissements, d'institutions recevant des patients, nous avons évolué nous aussi sur une alimentation qui n'est pas sélective, donc qui n'est pas sélective pendant l'hospitalisation, et vous verrez que c'est pas si facile. Dans des institutions qui ont le régime diabétique amaigrissant, etc., qui ont déjà catalogué les offres de repas. Donc l'hospitalisation et la suite. Donc aucun aliment interdit ou autorisé. Pour les diététiciens dans la salle, vous savez tous qu'il y a souvent dans les présentations ce qui est souhaitable et ce qui l'est moins. Donc là, on est absolument en train de faire éclater tout ça. Et par exemple, dans ce qui est servi à nos patients, c'est un exemple, il y en aurait beaucoup d'autres, il n'y a absolument aucune exclusion des sucres rapides. Mais par contre, on va s'attacher beaucoup plus à prendre en compte les conditions de prise du repas, c'est-à-dire non pas seulement la quantité, mais tout l'environnement, c'est-à-dire dans quelles conditions sont pris les repas, debout, assis devant un écran, avec telle ou telle disponibilité, le temps qui va y être consacré et la notion du plaisir qui est pris, avec évidemment toujours derrière la notion de la culpabilité qui peut venir aussi autour de ce plaisir. On est aussi sur nos nouvelles pratiques, sur un nombre de repas non imposés. En essayant, vaste programme pas toujours atteint, que ce soit la faim qui dicte la prise alimentaire et non pas l'horaire ou la norme sociale. Alors, pendant l'hospitalisation, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on a affaire à des patients ou des personnes obèses, et à ces personnes, on va leur proposer un niveau énergétique élevé. C'est-à-dire que nous n'avons pas de régime, mais en dehors de la notion de régime qui va sur le terme de sélectivité, nous, c'est même le niveau énergétique proposé. La plupart de nos patients ont une journée aux alentours des 2500-3000 calories. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On veut faire maigrir des gens et on leur apporte de l'alimentation à gogo. Pourquoi ça ? Eh bien, c'est parce que notre ambition, c'est que le patient arrive à gérer progressivement lui-même les quantités en fonction de ses besoins. La vraie vie, c'est pas l'assiette préétablie avec 100 grammes de féculents, 50 grammes de pain, 200 grammes de légumes, etc. La vraie vie, c'est pour la plupart d'entre nous la profusion alimentaire, les supermarchés, le frigo plein, la cafétéria avec la possibilité de se servir comme on le souhaite. Donc, on est déjà dans l'hospitalisation, dans une offre large, volontairement importante, pour déjà mettre le patient face à sa responsabilité et son implication. Alors, on est quand même dans un hôpital, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On a donc 4 propositions de services de repas, comme c'est petit déjeuner, midi, goûter et le soir, mais on va inciter le patient à ne pas respecter ce qu'on lui propose, c'est-à-dire à s'interroger lorsque notre aimable aide-soignant arrive avec son plateau et ses offres, est-ce que j'accepte ou pas ? Et si j'accepte parce que c'est trop bon ce qu'il y a sur le plateau, est-ce que je vais tout terminer ? Et donc on va essayer de l'inciter dès le premier jour à s'obliger d'en laisser un peu et voir qu'est-ce que ça donne. Et se confronter à cette fameuse terreur qu'est la faim, pour qu'il puisse connaître, s'interroger et partager avec nous cette notion de faim qui, je vous rassure, n'arrive jamais le premier jour. On est évidemment sur la diversité des menus sans aliments tabous, c'est-à-dire que le patient en obésité chez nous, il a le repas normal de l'hôpital. Il n'est pas soumis au repas hypocalorique, pauvre en graisse ou autre. Il a le repas avec les pâtisseries, la quiche lorraine, etc., comme le patient qui pèse 50 kilos. Et il va comme ça, mais on est bien entendu... C'est des diététiciennes, n'oubliez pas, qui font les menus. Donc, on est sur des repas
qu'on appelle équilibré, donc avec la diversité. Et on va comme ça permettre aux patients de comprendre que lorsqu'il y aura la quiche lorraine, eh bien, effectivement, on n'avait pas de la purée ou du taboulé dans ce même repas, parce qu'on est peut-être dans la même équivalence du... Voilà, donc on veut l'amener par le vécu, par ce qui lui est proposé, à comprendre ces équivalences. On va l'aider un petit peu quand même par les cours collectifs qu'on donnera. Et puis on va inviter, et on va tous inviter le patient à la concentration sur la prise alimentaire pour essayer à ce qu'il s'attache davantage à repérer ses sensations. Alors ça, j'insiste beaucoup dans notre équipe, et moi je mets toujours en avant notre équipe d'aides-soignants qui a énormément progressé sur la présentation, sur l'offre du repas, où ils ne vont pas manquer d'inciter, puisque ce sont eux qui vont apporter le plateau auprès du patient, et ils vont beaucoup insister sur cette notion de disponibilité, en répétant tout ce qui a pu être déjà proposé par médecins, internes, infirmières, diététiciens, etc. Ils vont rappeler les bonnes pratiques en matière de temps consacré, dans l'installation, dans le fait que le plateau sera débarrassé quand le patient le voudra. C'est-à-dire que si par exemple à 2 heures l'aide-soignant il a besoin de débarrasser et que le patient n'a pas terminé parce qu'il veut se laisser du temps, parce qu'il a l'impression que sa satiété n'est pas atteinte et qu'il voudrait être sûr qu'il a encore, eh bien c'est lui qui ira porter dans l'office le plateau. Donc ça, cette implication des aides-soignants dans le service et ces reprises sur la condition de prise du repas sont à mon sens extrêmement importante. Alors, la prise en charge du patient, de la personne obèse dans l'hospitalisation, au regard de cette éducation thérapeutique qui est partie prenante de notre soin, c'est d'abord pour tous bien connaître la personne qu'on a en face de nous. Alors, dans ces dimensions évidemment socio-économiques, alors travail, situation familiale, revenus, bien entendu que nos offres éducatives et que notre suivi et que nos orientations vont dépendre de tout ça. On ne proposera pas forcément les mêmes choses en fonction des revenus, du niveau d'accès aux soins, etc., selon la personne qu'on a en face de nous. Dans ces dimensions médicales, évidemment, il faut qu'on connaisse bien les pathologies, les antécédents, les éventuels handicaps, ça c'est une évidence. L'histoire de l'obésité et l'histoire des prises en charge, c'est-à-dire, c'est ce qu'évoquait Catherine dans la narration. Donc évidemment, vous voyez bien tout de suite que tout ça, ça demande du temps d'échange, mais qui est incontournable. On ne peut pas arriver à accompagner si on n'est pas complètement dans la connaissance de la personne avec qui on va travailler. Et cette histoire de l'obésité et des prises en charge, c'est tant pour nous que pour le patient. Quand il va raconter ce qui a marché, ah oui, telle année j'avais perdu tant de kilos, ah oui, et comment? Eh bien avec ceci, cela, et qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne fonctionne plus? Et c'est là où finalement avec la narration, il va se rendre compte, il va analyser, il va mettre en avant les raisons qui ont fait que ça a pu fonctionner ou d'autres pas, et même, quelquefois, ce qu'il ne veut surtout pas reprendre comme type d'orientation parce qu'il y a eu des blessures, parce qu'il y a eu des conflits, parce qu'il y a eu des problèmes qui ont pu surgir. Et bien évidemment, comme on est dans le volet diététique, on va quand même s'attacher à l'identification du mode alimentaire actuel et habituel. Alors, on essaie de repérer le nombre de repas et leur répartition, dans la journée ou dans la nuit. On va s'attacher beaucoup à la condition de prise de l'alimentation, ce fameux temps consacré, l'environnement. Est-ce que la faim fait partie de la motivation à la prise alimentaire ou pas? Du niveau énergétique moyen consommé, non pas pour le réduire,
comme je l'ai appris quand j'ai fait mes études de diététique, où on me demandait de faire un entretien et 30% de ce qui était consommé devait être servi aux patients pour pouvoir perdre du poids. Là, c'est dans le contraire, c'est pour pouvoir être au moins au niveau de ce qu'il consomme, être dans la vraie vie et l'inciter, avec la vraie vie qu'il a, à pouvoir diminuer. Dans la nature de l'équilibre alimentaire, alors on est quand même dans un projet de santé, hein, même si on ne considère pas que faire de la diététique, c'est faire forcément maigrir les gens. Par contre, manger de façon diététique, c'est-à-dire diversifiée, avec des aliments intéressants, c'est quand même une part entière de l'implication dans le maintien ou l'amélioration de la santé. Donc on a besoin de savoir quel est l'équilibre nutritionnel, hein. Et puis on a besoin également de repérer des troubles du comportement alimentaire pour qu'on puisse avoir recours à des prises en charge psychologiques, psychiatriques éventuelles. Et puis, très important, c'est ce que Catherine parlait au niveau de la magie un petit peu, hein, c'est les représentations du patient vis-à-vis de certains aliments. Alors on connaît tous la soupe aux choux, la nana qui fait maigrir, hein, et puis par contre les tabous, et évidemment les pommes de terre frites, pour moi, qui pèsent 150 kilos, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, hein. Donc toutes ces représentations que vont évoquer les patients, les retenir, les prendre en compte et les retravailler avec la personne. Ce fameux bilan éducatif partagé, eh bien, chacun dans notre équipe va faire le recueil des données que je vous ai données et à un moment donné, très vite, hein, dès le 2e jour d'hospitalisation, les soignants se réunissent pour ce fameux bilan éducatif partagé. Alors, je vais me concentrer essentiellement sur le volet alimentaire, hein, puisque c'est ma préoccupation. Et ce bilan éducatif partagé, il doit nous permettre de définir les points à travailler sur le mode alimentaire. Alors, globalement, quels sont les points à travailler? On va se situer en face d'hyperphagie, de faim non ressentie, de compulsion, de diversité alimentaire insuffisante. Donc, nous, on va les repérer, c'est bien gentil, mais il va falloir que le patient en soit conscient. Donc, il va falloir revenir vers le patient en lui disant qu'on a, au regard de ce qu'il a dit aux uns et aux autres, cru repérer que ce type de problème était là, ou même lui nous l'a dit de façon claire certaines fois, mais ce qu'on a pu comprendre ou ce qu'il a pu évoquer n'est pas forcément ce qu'il a pu analyser. Donc le retour vers lui a pour ambition de lui faire analyser, de le faire réfléchir sur son véritable comportement alimentaire. Par le bilan éducatif partagé, on doit aussi arriver à identifier les ressources et les faiblesses du patient, c'est-à-dire en particulier, est-ce que le patient a identifié les causes de son obésité? Vous connaissez tous comme moi le patient qui arrive à l'hôpital pour comprendre, parce qu'il ne comprend absolument pas pourquoi il grossit. Et là, les docteurs spécialisés vont bien voir qu'il y a un problème, il y a un gène qui ne va pas, ou il y a la thyroïde qui est déréglée, hein. Sauf qu'on va lui faire comprendre que ça se passe peut-être un petit peu ailleurs et on va l'amener à analyser. Et puis, ces ressources, hein, ou ces faiblesses, c'est est-ce qu'il connaît les actions d'amélioration du poids et est-ce qu'il est en mesure d'avoir des motivations au changement, hein. Et l'éducation thérapeutique nous montre bien que lorsque les écrans sont trop grands, c'est-à-dire lorsque le problème social, psychologique ou psychiatrique envahit tout l'horizon, la motivation au changement, elle va être très difficile à obtenir et qu'il est peut-être préférable de s'attacher d'abord à solutionner le problème qui est émergent et l'éducation thérapeutique arrivera dans un deuxième temps. Pardon ? Sur rien, c'est très facile. Hein. Sur rien, c'est très facile. Mais en particulier sur le social, surtout en 2014. Hein. Oui.
Bien entendu. Qui est toute la difficulté de savoir jusqu'où on va. Et c'est pour ça que quand c'est possible, quand justement ce degré de motivation il est quand même un peu émergent, c'est arriver absolument à ce qu'il y ait une implication. Donc moi souvent je dis aux personnes, on va vous donner un certain nombre d'outils, un certain nombre d'informations, de savoirs, et vous entraîner vers des savoir-faire, mais c'est vous seul qui pouvez vous approprier et prendre peut-être qu'une chose sur les 200 000 qui vont vous être proposées. Et puis, bon, on va envisager les axes de travail dans un but d'amaigrissement. Mais alors là, attention, ces axes de travail, il y en a toujours des tas. Alors, pour revenir sur l'alimentation, eh bien, il serait souhaitable que la personne arrête les 2 litres de coca qu'elle boit tous les jours, qu'elle se mette à faire un peu de sport qu'elle n'a pas fait depuis 15 ans, qu'elle puisse manger assise au lieu de manger debout devant l'ordinateur au boulot, qu'elle puisse être un peu plus disponible pour écouter sa faim alors que elle est en plein divorce. Donc évidemment on ne pourra pas tout traiter, donc 2 objectifs et puis c'est tout. Donc rester réaliste. Et puis, évidemment, ce bilan éducatif va permettre de voir quels sont les actes éducatifs aidants qu'on peut mettre en place, et comme partout ailleurs, avec des ateliers collectifs, des consultations individuelles. Et puis, ce qui nous paraît important, c'est des échanges entre patients pendant l'hospitalisation. Donc, le repas du soir est pris en commun. Donc, toutes les personnes, qu'elles soient obèses, diabétiques ou autres, vont partager le repas ensemble et vont pouvoir échanger. Et puis, il y a également des échanges hebdomadaires entre personnes souffrant d'obésité qui ont lieu. Alors, je vais aller vite là. Les propositions éducatives donc autour de la diététique, c'est donc amener le patient à réfléchir sur son mode alimentaire actuel. Donc, c'est l'analyse qu'il va faire. C'est insister beaucoup sur la notion de balance énergétique. C'est ce que je vous disais. Manger, c'est maigrir, c'est manger moins et bouger plus et non pas sélectionner. Mettre en avant le quand et comment manger tout autant que quoi manger. Donc sortir de la seule assiette, mais mettre cette assiette dans un environnement beaucoup plus grand. C'est informer sur l'intérêt de la bonne diversité pour le lien avec la santé. Qu'est-ce que c'est le bien manger? C'est conserver ou améliorer la santé. Et donc relativiser la place de la diététique dans la prise en charge de l'obésité. Pour en revenir en 2 ou 3 mots sur la prise en charge diététique avec le projet de chirurgie, parce que bien entendu, dans les patients que nous accompagnons, il y a des projets de chirurgie. Alors on va se poser la question de qu'est-ce qui va être à prendre en compte, qu'est-ce qui va être différent lorsqu'il y a un projet de chirurgie, qu'est-ce que la chirurgie va changer dans l'alimentation de la personne obèse. Alors, évidemment, il y a des choses qui vont être modifiées. En particulier, une chose évidente, c'est que les premiers mois, tout au moins, après une chirurgie, la perception de faim est très difficile à obtenir chez beaucoup de patients. Donc si, comme on le lui a bassiné pendant des semaines, il attend d'avoir faim pour manger, on va très très vite être sur des pertes de poids considérables et des fontes musculaires également. Donc on est sur des risques d'avoir des apports énergétiques très faibles si on attend que la faim arrive quand la chirurgie vient d'avoir lieu. On est aussi avec la chirurgie sur des efforts quotidiens et pluriquotidiens à chaque fois qu'on se met à table, sur la façon de manger pour conserver un confort digestif, c'est-à-dire éviter des vomissements, éviter des lourdeurs au niveau du repas et éviter des malaises quelquefois. On est aussi sur la notion que la satiété est très vite atteinte les premiers mois, avec des quantités consommées qui peuvent être l'ordre d'une tasse à café. On le voit pour ceux qui connaissent un peu la chirurgie, vous le savez. Évidemment, si on reste sur « je m'arrête » dès que la première satiété est perçue, le risque de carence alimentaire n'est pas exclu, parce qu'on est sur des trop faibles volumes consommés.
Et puis, on est également à prendre en compte le fait qu'il y a une possible fonte musculaire. Hein. Si les apports protidiques sont trop faibles, ils le sont souvent après chirurgie, parce que la viande ne plaît plus, parce qu'elle est difficile à manger. Hein. Et puis aussi, après la chirurgie, l'attirance pour une facilité alimentaire. Alors on est tout en train de leur expliquer qu'il faut mastiquer, couper petit, faire des pauses, reprendre au bout d'une pause de 20 minutes pour terminer son repas, faire des choses qui sont barbaresques. Alors que si on prend des aliments qui glissent tout seuls, comme de la crème au chocolat, des flancs, des glaces, de la compote ou de la soupe de poisson, eh bien, ça va être super. On n'a pas besoin de faire tout le cinéma qui a été démontré, malheureusement, avec un risque, évidemment, de voir le poids échapper et regrimper comme il existait dans le passé. Donc, on sait bien qu'il va falloir prendre en compte tout ça. Eh bien, il va falloir, évidemment, pour le patient qui envisage une chirurgie, ajuster les messages qui ont pu être donnés pendant de longs mois, hein. Et ces messages, ils peuvent être les mêmes sur les conditions de prise du repas, c'est-à-dire qu'évidemment, comme on l'avait préconisé, la disponibilité pour la prise alimentaire, la lenteur de prise du repas, la mastication vont être également des choses qu'on va continuer à préconiser. La diversité alimentaire de la même façon, c'est-à-dire présence de tous les groupes d'aliments pour éviter les carences, évidemment. Ne faire aucune sélection, c'est la même chose. Mais ce qui va différer beaucoup, et c'est là où il faut bien expliquer, parce que le patient pourrait penser qu'on est en contradiction, hein, c'est que, au moins au début, on ne peut pas, dans le cadre de la chirurgie, être dans la prise en compte des sensations alimentaires. Parce que si on ne s'attache qu'à sa faim, on ne mange pas souvent. On va donc inciter le patient à manger plusieurs fois par jour sans faim pour des apports énergétiques suffisants. Et en plus, on va lui demander de faire durer le repas. C'est-à-dire que dès la première satiété atteinte, on va lui demander de s'arrêter et de reprendre encore un petit peu après pour compléter le repas. Sinon, les carences nutritionnelles sont obligatoires. Donc vous voyez là que les ajustements des messages sont essentiels. Donc en conclusion, je dirais que la prise en charge diététique du patient obèse sévère s'inscrit obligatoirement dans une prise en charge beaucoup plus globale, c'est incontournable, que la qualité de l'alimentation, bien sûr, mais aussi les quantités consommées, la façon de s'alimenter et les rapports du patient à l'alimentation sont autant de paramètres à prendre en compte pour une avancée sur la perte de poids. Et que, enfin, si on est dans un projet de chirurgie de l'obésité, eh bien évidemment, des messages diététiques sont indispensables dans leurs ajustements pour pouvoir revenir sur quelque chose d'efficace. Je vous remercie. Et les questions et le débat sont ouverts. Oui, n'hésitez pas à réagir par rapport à vos expériences. Est-ce qu'il y a de commun ou de différent? Oui. Souvent. Oui. C'est vrai que quand même, nous, on en voit parce qu'on en a qui sont adressés, hein, et c'est des gens en difficulté. Mais c'est vrai que notre prise en charge, je dirais que ça fonctionne assez bien avec déjà les difficultés ordinaires. Comme ça a été souligné, on a souvent des patients en grande difficulté sociale. On a une psychologue, mais on n'a pas toute une équipe non plus. Donc, on fait ce qu'on peut avec ces personnes. Je sais qu'en psychiatrie, il y a des choses qui sont en train de se développer, hein, parce que nous sommes pas vraiment équipés pour cette population quand même. Hein. C'est pas toujours évident en groupe de mélanger aussi un psychotique avec d'autres personnes qui ont leurs difficultés propres. Hein. Donc c'est vrai que l'hétérogénéité c'est moteur et tout, mais à un moment ça fait beaucoup. Hein. Donc c'est sûr que nous avons des personnes qui sont là, qui arrivent, qu'on prend en charge, mais
c'est quand même pas notre profil, et je pense qu'on n'est pas vraiment apte pour prendre en charge ces personnes. Il y a des choses à développer en psychiatrie, avec un environnement, je pense, plus important que nous, on ne peut pas fournir. Hein. Et des personnes qui ont beaucoup de difficultés de concentration, qui ont du mal à rester en place pendant un temps important. Et donc ça on a du mal à gérer, hein, c'est sûr. Mais il y a un grand besoin, hein, je suis d'accord avec vous, hein, ça c'est sûr. Oui. Sur les ateliers en particulier de groupe, alors souvent ces patients sont volontaires hein, pour s'impliquer, donc évidemment comme c'est proposé à tous, ils vont venir aux ateliers, mais on voit bien là qu'on est souvent sur un décrochage hein, au cours de l'atelier, et donc ça peut aussi avoir une incidence sur la dynamique de groupe, hein, mais en même temps on n'écarte pas, hein, mais on en parle souvent entre nous, on sent le patient en difficulté et l'équipe soignante aussi. Alors, c'est là où, évidemment, on est... Mais je vais cibler ça sur la notion des conseils qui sont donnés, non pas à la personne obèse, mais des conseils qui sont donnés en santé publique. C'est-à-dire que quand on fait 50 kilos, on ne conseille à personne de boire régulièrement des sodas. Donc, on va simplement donner des conseils nutritionnels qui sont valables qu'on fasse 50 kilos ou 150. Ce qu'on ne veut pas stigmatiser, c'est le fait du surpoids qui ferait qu'on serait obligé de supprimer le soda. Entre supprimer le soda et moins en boire, il y a quand même des difficultés. Donc c'est ce non-accès qui est souvent prôné et que le patient lui-même s'interdit, hein, qu'on essaie de remettre en question. C'est-à-dire que, je vais me répéter, mais je crois que c'est important, on mélange, par exemple, dans l'atelier sur l'alimentation dans l'obésité sévère, pas celui sur la chirurgie, il y en a un spécifique, mais l'atelier sur l'alimentation qui est proposé à la personne obèse, il s'appelle B.A.B.A. des aliments. Et dans cet atelier viennent tout type de personnes. Par exemple, des diabétiques de type 1, des diabétiques de type 2, des personnes avec des problèmes cardiovasculaires, des personnes en obésité, mais les conseils sont les mêmes. L'hygiène alimentaire est la même. Donc, c'est là où on veut justement être dans, évidemment, prôner l'alimentation santé. Hein, on n'est pas en train de dire, oh là là, mais vous pouvez manger du saucisson, des choux à la crème et du coca. C'est pas grave, si vous en mangez pas beaucoup, vous maigrirez. Oui, vous maigrirez peut-être, c'est ce qui se passe avec la chirurgie. Mais attention, votre santé en dépendra. Donc, et on insiste tout au long de l'hospitalisation sur cette différence qui met du temps à être comprise. Ben, Serge, je pense que tu soulignes l'hétérogénéité des parcours. Hein, c'est ce qui a été dit et c'est assez saillant pour la chirurgie bariatrique, hein, puisqu'effectivement on peut arriver avec quelqu'un qui arrive un petit peu, j'ai envie de dire, brut de décoffrage et qui veut une chirurgie bariatrique et comme tu soulignes, est déjà avec on va pas dire des comportements qui sont totalement inadaptés et qui a raté un peu les messages de base, hein. Maintenant, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer déjà une prise en charge. Moi, je parlais surtout de la partie prise en charge obésité médicale, quel que soit l'IMC,
auquel cas ça peut se dérouler en ambulatoire, en hospitalisation de jour, en hospitalisation de semaine, suivant l'ensemble du profil de la personne. Et après, suivant les personnes et suivant leurs demandes, eh bien, à ce moment-là, ils vont passer parfois dans le circuit chirurgie bariatrique, où de toute façon, nous, à partir du moment où ils sont devant nous, bon, ben, on voit ce qu'on peut faire suivant la personne. Mais c'est là où on en vient quand même que toutes ces premiers recours, deuxième recours, c'est quand même assez artificiel. Et je dirais, autant on le voit pour le diabète, pour les maladies classiques, que l'obésité, qui encore une fois a une grande dimension psychosociale, hein, là, ces personnes, elles échappent parce qu'elles ne s'occupent pas nécessairement de leur santé, leur demande est sociale, leur demande c'est pour le travail. Hein. On voit des hommes jeunes qui viennent parce qu'ils disent « Ben oui, moi avec mon poids, je trouve pas de travail. Hein. » Donc c'est ça. La santé, ils ont 20 ans, c'est pas leur préoccupation. Hein. Donc dans la mesure où eux, la dimension de leur demande n'est pas la dimension médicale habituelle, le système de soins a du mal à intégrer ces parcours. Hein. Et effectivement, on arrive avec des gens qui arrivent avec une demande de chirurgie bariatrique où le début a été complètement éliminé. Alors on essaye de reprendre parce que quelque part cette demande fait aussi qu'ils arrivent en face de soignants. Hein. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec eux. Mais c'est très hétérogène. Oui, je voyais une main là-haut. Oui. Oui. Mais ça, c'est toute la place quand même de la RCP, hein, là que vous mettez en avant. Donc, on voit quand même, ça a été souligné parce qu'au début, vous avez bien compris que les chirurgiens voyaient pas nécessairement l'intérêt de tout ça, hein, et les médecins non plus. Donc là, c'est vraiment les discussions typiquement dans les RCP. C'est très variable suivant les patients. C'est vrai que ces RCP, des fois, il y a beaucoup d'émotions des soignants entre ceux qui pensent que oui, ceux qui pensent que non. Où finalement on a dit, quand on ne sait pas, bien on va se donner plus de temps. Hein, on va dire feu orange, on va dire on continue le suivi, on essaye de voir les motivations, on va voir si la personne adhère à son suivi. On peut pas avoir de réponse. Je pense qu'on ne doit pas avoir de réponse tranchée à ce niveau-là. Hein. Mais puis c'est un débat de société entre la responsabilité individuelle, la responsabilité de la société et le positionnement des uns et des autres. Hein. Donc vous avez raison, hein, mais je ne trancherai pas. Oui, pour répondre, ça c'est quelque chose qui est souvent évoqué. Plusieurs présentations ont mis le médecin généraliste au centre, proche du patient. Ça, dans les RCP, de plus en plus et de plus en plus souvent, on est confronté à exactement ce que vous nous dites. Et celui qui va peut-être faire pencher la balance vers le j'opère ou j'opère pas, ça sera le généraliste qui va avoir un œil sur le parcours de vie, sur la façon dont les choses vont pouvoir s'intégrer dans la vie de cet individu que nous ne voyons que ponctuellement à un instant T, alors que le généraliste, lui, va avoir une vision beaucoup plus large. Et donc, de plus en plus, et c'est une des réflexions actuellement de notre RCP, c'est d'impliquer et d'aller prendre l'avis du généraliste qui finalement va être peut-être celui qui sera capable de pronostiquer du bienfait ou pas de la chirurgie.
ces choses-là. Je crois que l'éducation thérapeutique, je suis infirmière à la base, on l'a évoqué, et le concept de soin, l'approche globale, tout ça, sont des choses qui m'animent maintenant des années et des années, qui sont enfin relativement reprises, reconnues et entendues par le monde médical. Je peux me le permettre de le dire maintenant après 40 ans d'exercice. Et donc, ce patient au cœur de la personne, au cœur de cette problématique, c'est le vrai enjeu, je trouve, de l'éducation thérapeutique. Mais d'une éducation thérapeutique qui n'est pas, le mot éducation peut-être mal, c'est peut-être pas mon mot, c'est une éducation qui le met au centre de son projet thérapeutique. Voilà, c'est ce qu'on tente de faire avec nos moyens, pas dans une reconnaissance fabuleuse d'ailleurs, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on progresse. Et il ne peut pas y avoir d'éducation thérapeutique s'il n'y a pas équipe pluridisciplinaire, parce que le mode d'action et les connaissances sont multiples, mais parce que le regard aussi qu'on porte sur la situation de l'adolescent, il est forcément multiple. Donc il y a une partie éducative, il y a une partie psycho-rééducation de soutien, etc. Il y a tout ce monde-là. Oui, oui, non, mais nous sommes tout à fait en accord avec ça. Oui, oui, tout à fait. Et vraiment, la pluridisciplinarité, la transdisciplinarité, on le travaille au quotidien. Oui. Le programme ? Oui. Souvent. Oui, oui, ça arrive. C'est pas très fréquent, mais ça arrive. Je pense à un patient récemment. C'est-à-dire quand les gens arrivent en disant moi je veux me faire opérer, on leur dit, moi je leur dis bien que je suis là ni pour leur dire oui ni pour leur dire non, qu'il y a un certain nombre de prérequis, d'examens, de cheminements, de réflexions, de rencontres avec différents professionnels et qu'après on verra. Hein. Donc effectivement ça arrive. Je pense à une personne là récemment et finalement il me dit bon ben oui en fait je me rends compte qu'au lieu de respirer je mangeais. Il s'oriente vers du yoga, oui, on avance, on avait parlé techniques de gestion du stress et tout. On en a, encore une fois, c'est assez ouvert. Quand on dit programme, ça fait un peu théorique, un peu contraint, hein, mais c'est à mesure avec la personne, en fonction de ce qu'elle dit, on essaye de faire des propositions et puis des allers-retours. Il y en a qui abandonnent le projet parce que ils se rendent compte que c'est pas pour eux, ils se rendent compte qu'en fait les prérequis ils les ont pas faits, hein, c'est assez récent qu'on parle de tout ça. Donc finalement on a beaucoup de personnes qui sont en échec, qui vont vers la chirurgie, mais on peut quand même espérer que si on les avait pris plus tôt, plus jeunes, quand même on ne serait pas dans cette situation, ou en tout cas pas à parler de la chirurgie. Hein. Donc oui ça arrive, mais c'est pas très fréquent. Et en même temps, ces personnes nous disent, oui, on ne parle pas beaucoup des solutions médicales ou des possibilités médicales. Hein. Il y a beaucoup, je crois qu'ici, on n'a pas beaucoup parlé de la dimension médiatique. Hein. Or, pour l'obésité, et regardez tous les programmes sur la chirurgie bariatrique et la prise en charge médicale. Est-ce que vous avez vu beaucoup de programmes à la télévision sur la prise en charge médicale ? Donc, il y a toute cette dimension sociale, de communication. On est un certain nombre de soignants intéressés, très motivés dans cette salle, c'est très bien, et de plus en plus nombreux. Hein. Mais l'enjeu, Antoine Avignon vous l'a dit aussi ce matin, avec ses schémas complexes, l'enjeu, il est de société, il est le monde dans lequel on vit. Hein. Oui, allez-y, bien sûr.
Ah oui. Oui, oui, voilà. D'autant oui, mais je pense que votre réaction est très intéressante et c'est un petit peu ce que je voulais souligner. Des fois, c'est choquant quand même. On est tous des soignants. Donc notre rôle n'est pas de filtrer, de trier, mais d'aider les personnes à évoluer et d'entendre leurs difficultés. Donc si un chirurgien leur dit oui, mais vous savez, il y a sûrement d'autres possibilités, il y a des nouvelles façons de voir ça et de prendre en charge, justement de son point de vue de chirurgien, c'est pas neutre. Moi je pense que ça peut avoir un impact fort, mais quand même par rapport à ce qu'a dit David Nocas ce matin, oui, ces personnes, ils les réorientent. Après, c'est vrai que l'accueil qu'il leur est fait, la façon dont c'est fait et dont ça va être vécu, si c'est vécu comme un non et un échec et on repart dans la prise en charge médicale, ça c'est sûrement pas la bonne façon, hein. Donc on a encore beaucoup de travail à faire, mais quand même ils travaillent avec nous dans ce sens, alors que c'était pas le cas pour ceux qui sont impliqués depuis un certain nombre d'années. C'était pas comme ça il y a quelques années, donc on reste très optimiste quand même, hein, parce que beaucoup de gens ont beaucoup évolué dans leur positionnement, hein, donc oui. Mais je pense que si un chirurgien leur parle dans ce sens et non pas, bah oui, à 3 kilos près, vous pourriez être opéré, hein, ça me paraît très important, oui. D'autant qu'on vérifie tous les jours que les chirurgiens comme les autres, hein, qu'une chirurgie sans analyse de la part de l'individu sur ce qui l'a conduit, hein, et sur tous les axes qu'on propose, à long terme, elle ne marche pas toujours très bien, hein. Donc, ça paraît incontournable à un moment ou à un autre, même si le projet de chirurgie reste toujours présent, qu'il y ait quand même toute une prise en charge globale autour de ce projet de chirurgie qui va, évidemment, par exemple, je prends un exemple très concret, on voit très très bien, hein, dans les études maintenant, que le patient qui perdrait beaucoup de poids, hein, par la chirurgie et qui ne met pas du tout en place d'activité physique, les rebonds de poids sont beaucoup plus nets, hein. Donc évidemment, ça n'est pas que l'acte chirurgical qui effectivement à un moment donné va avoir de l'impact, mais c'est toute la compréhension de ce qui a mené à l'obésité et qui pourrait permettre d'en sortir au-delà de l'acte simplement chirurgical, hein. Oui, tu voulais intervenir ? se rendre compte qu'il y a d'autres façons de faire. Et moi, ce qui me choque à chaque fois ce qui me surprend à chaque fois quand j'entend un petit peu les programmes, les choses, c'est qu'on fait une scission, et d'ailleurs il y a deux programmes différents, entre la prise en charge médicale de l'obésité et la prise en charge chirurgicale. Et pour moi, il n'y a pas de distinction à faire, c'est une prise en charge de l'obésité. Et c'est vraiment, la chirurgie est une technique parmi d'autres, et c'est de toute façon complémentaire, et c'est de toute façon deux choses à voir ensemble. Et voilà, donc c'est à chaque fois ça me. Alors si en plus les secrétaires disent oui, disons, il faut proposer qu'elles reviennent l'année prochaine, parce que le poids sera atteint. C'est-à-dire, c'est un peu théorique, c'est un peu les histoires des prises en charge et tout qui conduisent à ça, hein. C'est vrai que maintenant, de fait, on a tous dans nos patients, parmi nos patients, des dames, souvent c'est des dames ou des femmes, des hommes, qui prennent du poids pour avoir la chirurgie, puisqu'à un moment donné, quelqu'un leur a dit, désolé, vous n'êtes pas assez grosse. C'est dommage d'arriver à ce... Oui, non mais tout à fait, hein. Non, mais je pense que de plus en plus, on sera dans une première prise en charge médicale et puis l'orientation chirurgicale suivant les personnes, hein.